Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Essentiel, l'émission qui vous dit tout sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une émission spéciale climat, plus particulièrement centrée sur la COP et notamment la COP 22. Quel défi pour Marrakech? Pour parler de cette COP 22, des invités prestigieux, des experts du climat et qui ont une activité en lien avec l'économie sociale et solidaire. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau à mes côtés Serge Auru. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes conseiller auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo. J'ai ce plaisir. Vous la conseillez en particulier sur le climat? Sur le climat, sur l'économie circulaire, sur le développement durable. Voilà, c'est un enjeu extraordinaire qu'elle soutient fermement. Et puis vous avez aussi présidé aux destinées, entre autres, de WWF. J'étais directeur général du WWF pendant 6 ans et demi. Voilà, Panda un jour, Panda toujours. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Mourin. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Com Public. Exactement. Qu'est-ce que c'est Com Public? Alors c'est une agence de communication institutionnelle et on est très spécialisé sur les questions de développement durable, d'économie circulaire, de ces nouveaux modes de consommation avec deux grosses spécificités sur la mobilité durable et également sur les énergies de proximité. En face de vous, vous avez Emmanuel Soulias qui est directeur d'Enercop. Bonjour, j'ai besoin de présenter Enercop. Ah bah oui, absolument. Enercop, c'est le fournisseur d'électricité qui vous permet de donner du sens à votre consommation d'électricité, c'est-à-dire de consommer une électricité 100% renouvelable et coopérative, puisqu'on parle de SS, ce qui est un élément important sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Et à vos côtés, Sophie Chenel. Vous avez fondé Procédé Chenel International. Oui, alors moi je ne l'ai pas fondé. Je suis la 4e génération d'une entreprise familiale qui fête ses 120 ans cette année. Et Procédé Chenel, c'est entre autres de l'architecture de papier. Donc tout ce que vous voyez en papier vient de chez nous. En particulier ces petits objets? En particulier ce montage en nid d'abeille d'un papier français fabriqué en France, non-feu et recyclable. Et quelle est la philosophie de cette société Chenel? La philosophie, c'est basé principalement sur l'innovation, l'amélioration constante des techniques d'exposition, techniques de présentation en fait. Et donc en lien avec l'économie sociale et solidaire? On essaye. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au climat, à la protection de la planète et plus particulièrement à la COP 22 qui se tiendra très prochainement à Marrakech. Alors tout d'abord, pour commencer cette émission, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous peut me définir ce qu'est tout simplement la COP. Une COP, c'est une conférence des Nations Unies des parties prenantes. Donc à Marrakech, nous allons vivre la 22e édition de cette conférence des Nations Unies des parties prenantes. Donc des États se réunissent chaque année pour débattre, évaluer et puis agir, nous l'espérons, fermement sur cette 22e COP qui est très importante parce que la COP 21 a donné, et nous en sommes témoins, une bonne direction. Maintenant, la COP 22 doit donner une application concrète. Il faut rester dans toutes nos pratiques au quotidien, dans notre vie et sur la planète. Il faut rester en deçà de 1,5 degré d'élévation de la température. 1,5 degré de la température moyenne de la planète, c'est notre gabarit. Et là, comment fait-on pour se transporter, pour nous nourrir, quelle est notre énergie, quelles sont les règles à établir pour rester en deçà des 1,5 degrés? Ce n'est pas simplement un slogan, là c'est une réalité. Parce qu'au-deçà de 1,5 degré, et aujourd'hui nous sommes sur une trajectoire d'élévation de la température moyenne de la planète de plus de 4 degrés, et là ça entraîne les cataclysmes que l'on connaît. Donc la COP 22, c'est l'application concrète de la bonne direction de la COP 21. Le prolongement. Alors en face de vous, Emmanuel Soulias, vous qui fournissez de l'énergie, est-ce que justement la COP 21 et la COP 22 sont des directions que vous êtes obligés de suivre et sur lesquelles vous êtes assez sensible quand vous produisez de l'énergie? Il y a forcément un lien avec le climat. Et comme vient de le dire Serge, les COP, elles fixent un cap et elles réunissent la communauté internationale pour décider de seuils au-delà ou en deçà desquels on ne peut pas aller. Donc c'est important, c'est symboliquement important parce que ça rassemble l'ensemble de la communauté internationale, mais également, comme il a été dit, ce qui est important, c'est la mise en œuvre ensuite. Donc nous, en tant que fournisseurs d'électricité renouvelable, 100% renouvelable, bien sûr, on agit sur un des pans importants de cette conférence climat, c'est-à-dire le sujet énergétique. Et une deuxième question qui est liée, c'est l'implication des citoyens dans cette question énergétique.
Donc une conférence, c'est bien parce que ça acte des engagements qui n'engagent ceux qui les prennent, comme on le dit habituellement, comme une loi, comme la loi sur la transition énergétique qui a été adoptée récemment en France, qui fixe des objectifs qu'on peut qualifier d'ambitieux selon d'où on les regarde ou un peu en deçà selon nos attentes. Mais ce qui est important, c'est la mise en œuvre. Et aujourd'hui, nous, Enercom, comme d'autres acteurs, on participe d'ailleurs à la mise en œuvre de cette transition énergétique au sens large, mais on est aussi en attente de signaux un peu plus concrets que des engagements politiques, c'est-à-dire comment ça se traduit dans des décrets d'application, comment ça se traduit dans des arrêtés, comment on met en œuvre des objectifs qui sont par exemple de sortir progressivement du nucléaire. Et donc là, on attend une programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà, donc j'ai fait un petit focus sur la... Concrètement, comment est-ce que vous vous adaptez justement aux orientations qui sont demandées à l'issue de la COP21? Qu'est-ce que vous avez fait de concret? Je vais presque dire qu'on les a un peu devancées, c'est-à-dire que ces orientations, elles sont le fruit d'un consensus et donc forcément, elles sont à mi-chemin entre ceux qui en veulent plus et ceux qui n'en veulent pas du tout. Et donc nous, en agissant sur le champ de la transition énergétique, en étant clairement dans une dynamique 100% renouvelable, c'est-à-dire pas de nucléaire, pas de fossiles, en mettant le citoyen au cœur de cette question et en choisissant des modes de production et de consommation décentralisés, eh bien on anticipe ce qu'on pense être le modèle énergétique de demain. C'est-à-dire vous fournissez de l'électricité via les éoliennes, via l'eau, comment vous faites-vous? Alors on a des sources essentiellement hydrauliques, éoliennes, photovoltaïques et biomasse, c'est-à-dire du renouvelable et des ressources naturelles inépuisables qui sont présentes partout. Voilà. Et aujourd'hui, certains rapports le prouvent, le rapport de l'ADEME qui projette la France à 2050 ou des rapports d'experts et même l'Agence internationale de l'énergie disent qu'aujourd'hui il est possible d'avoir un sourcing de nos besoins énergétiques progressivement 100% renouvelable. Ce qui manque, c'est d'une part la volonté politique, elle est affirmée aujourd'hui, mais ce qui manque surtout, c'est des éléments concrets qui consistent à progressivement passer le cap, à réorienter les financements, à réorienter les choix sur les technologies, à ne pas s'accrocher à des idéaux. Aujourd'hui, le photovoltaïque est plus rentable que le nucléaire et les énergies renouvelables ont passé un cap aujourd'hui, ils intéressent des financeurs. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui on peut y aller. Reste à régler la question de l'intermittence, mais globalement la dynamique est là, les engagements ont été pris, donc il suffit maintenant de le mettre en œuvre. Alors justement, Thibaut Moura, vous, quelle est l'incidence d'une COP sur votre activité? Alors elle est très forte. Nous, on accompagne les COP, mais un peu comme mes voisins. Au final, quelque part, on est des acteurs aussi de ce changement. Nous, on a au sein de l'agence, on est organisé au travers de clubs thématiques, et notamment sur la voiture écologique, sur l'économie sociale et solidaire, etc. Et l'objet de ces clubs, c'est de réunir à la fois des entreprises qui œuvrent de manière très concrète au quotidien sur ces sujets, et également des élus politiques. Vous êtes ensemble? Non. Alors pas du tout, mais c'est très bien, comme ça, du coup, on pourra discuter après. Et l'objet, c'est bien évidemment aussi d'avoir des élus, des gens qui sont engagés au sein des collectivités territoriales, mais également à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pour pouvoir travailler sur les déclinaisons réglementaires dont parlait mon voisin, et pour œuvrer à l'intérieur des instances décisionnelles, pour faire en sorte que les décisions qui soient prises soient en conformité avec l'objet même de la COP, et puis plus largement de tous les engagements politiques qui peuvent être pris au cours des différents mandats, que ce soit auprès d'une élection présidentielle, auprès des collectivités territoriales. Les maires s'engagent aujourd'hui, mais après il faut rentrer dans la mise en œuvre très concrète de ces sujets. On l'a vu sur la loi de transition énergétique, on est aujourd'hui dans toutes les déclinaisons réglementaires au sein du ministère de l'écologie, et on voit qu'il y a non seulement énormément de déclinaisons réglementaires qui concernent des sujets de développement durable, bien évidemment, mais c'est dans ces moments-là où on doit s'attacher à travailler à la virgule près pour être sûr que l'ambition de la loi se retrouve de manière effective, je dirais, dans la vie de tous les jours. Vous avez un exemple concret de ce que vous faites? Très concret. Par exemple, quels vont être les bus demain qui vont pouvoir circuler dans les cœurs de ville? Oui. Bon, ça c'est un sujet qui est éminemment stratégique, puisque ça va déterminer quelles sont les énergies qui vont être utilisées par ces bus. La collectivité territoriale, et il y en a beaucoup qui sont engagés. Paris s'est engagé sur le bus électrique et sur la sortie du diesel. Une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on rentre dans l'enfer du détail. Et donc vous êtes là pour agir. Exactement. Alors en face de vous, Sophie Chenel, quel impact peut avoir la COP sur votre activité, vous qui êtes finalement un peu en marge dans votre production de meubles? Moi, je suis en marge, mais en fait, là, ici, je m'inscris par rapport à tous les prestataires de l'exposition qui vont fournir le matériel nécessaire à toutes ces rencontres. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faut réfléchir aussi un petit peu en amont à ce qu'on propose comme matériel, tout ce que ça engage en termes de transport, de réutilisation, de déchets aussi sur place.
Procédé Chenel était un des petits fournisseurs, mais en fait on a des grands donneurs d'ordre aussi qui sont français. Je crois qu'ils vont être pas mal sollicités d'ailleurs sur la COP22, parce qu'il y a des entreprises comme les vôtres qui ont une expertise dans ce domaine. Donc moi mon rôle c'est d'être là pour apporter du matériel réellement... Et c'est pas trop contraignant pour une entreprise justement de s'adapter à toutes ces nouvelles règles? Mais c'est pas contraignant, c'est le sens de la vie, c'est comme ça qu'on doit faire aujourd'hui. Le développement durable, pour moi, c'est le chapeau de toutes les entreprises. C'est une nouvelle organisation, c'est un nouveau mode de pensée. Il y a une propagation tellement forte que de ne pas être dans cette dynamique-là, c'est plomber son entreprise, à mon sens. Alors le politique a un grand rôle à jouer, Serge Auru. Comment est-ce que vous, à Paris, vous essayez de faire avancer les choses avec Anne Hidalgo? On parlait des bus par exemple, mais il y a d'autres choses à faire, j'imagine. Donc vous connaissez l'actualité de la maire de Paris. C'est réellement une progressiste dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Elle le prouve au quotidien. Donc Paris pousse. Paris pousse pour sortir du diesel. Paris pousse pour promouvoir l'économie circulaire. Paris pousse pour les énergies renouvelables. Mais au-delà de ce que fait Paris, franchement, je suis fier de servir la maire de Paris parce que ancien DG du WWF, je me retrouve à côté d'une femme qui agit concrètement, donc c'est un levier de changement extraordinaire. Quand Paris décide d'être à 100% énergie renouvelable pour ses contrats, cela se fait. Lorsque Paris décide de s'engager sur les états généraux d'économie circulaire, cela se fait. Ce qui est intéressant vers la COP22, c'est comment, sur le plan planétaire, on va pouvoir introduire l'économie circulaire dans toutes les consciences, dans toutes les écoles, dans toutes les écoles d'ingénieurs. Un ingénieur, c'est ingénieux. Il faut lui apprendre à fabriquer un produit sans détruire l'environnement immédiat et lointain. C'est ça le sujet. La COP22, ça doit être l'avènement de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est quoi? Eh bien, pour chaque réalisation d'un produit, on doit connaître son utilité, son usage, quelle est la matière première que l'on emprunte à la terre, quel sera son cycle de vie. Et le produit, il doit être ou entièrement recyclé ou recyclable ou compostable. Lorsqu'on construit une voiture, elle doit être éco-conçue. Lorsqu'on construit un immeuble, il doit être éco-conçu. Lorsqu'on construit une route, elle doit être éco-conçue. Et donc, c'est place à quoi? Place à l'innovation, place à l'ingéniosité, place au bon sens et surtout place à la décroissance du gaspillage. La COP22, ça doit montrer le signal de la décroissance du gaspillage. Nous sommes dans une société mondiale pleinement vautrée dans le gaspillage. Il suffit à nous de le montrer dans nos exemples au quotidien, mais dans nos villes, dans nos régions, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos associations, à nous de nous engager et à nous de choisir correctement nos décideurs. C'est aussi important, parce que nos décideurs, ils doivent appliquer l'éco-conception, ils doivent pratiquer l'économie circulaire dans leur collectivité. C'est très, très important. Justement, les décideurs œuvrent pour faire changer les choses, mais vous êtes un petit peu en avance finalement sur votre temps. Vous y croyez, vous, à l'impact de la COP21, de la COP22? Vous êtes quand même largement avant les décisions politiques dans vos actions. C'est-à-dire qu'il y a une échelle à considérer, c'est-à-dire il y a des engagements globaux et des actes qui peuvent se faire localement. C'est un bruit de fond en fait la COP, c'est-à-dire que ça symbolise une prise de conscience quand même qui est partagée. Maintenant au niveau de la planète, il y a suffisamment de données pour se dire que on est bientôt 10 milliards d'humains sur cette planète et que tout est fini. En réalité, rien n'est infini. Et donc, le recyclage, un usage modéré et sobre des ressources, de l'inventivité pour mieux gérer tous les impacts à tous les moments de la vie d'un produit, d'un geste ou d'un acte quel qu'il soit, c'est présent. Mais voilà, donc ça traduit quelque chose d'un peu général. En revanche, ça n'a pas d'impact concret aujourd'hui sur l'activité d'une entreprise, d'un citoyen ou d'une association en France. Parce que derrière, il faut décliner par des actes concrets, des choix politiques, des choix législatifs, des choix à l'échelle d'une collectivité. Nous, on est très heureux parce qu'on travaille de plus en plus avec des collectivités qui, dans le cadre de leurs appels d'offres, ont choisi de retenir une énergie renouvelable et coopérative. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'enclenche et que le pouvoir politique qui est quelque part à la frontière entre ces engagements qui engagent la collectivité dans son ensemble et puis le quotidien du particulier, il y a un déclic qui se fait.
Après, il y a des complications, il y a des usages, il y a des habitudes, il y a des acteurs économiques qui sont très prépondérants et qui ont construit leur richesse et leur prédominance sur un certain modèle. Et ce modèle va évoluer et tout le monde le sait. Mais c'est très compliqué de faire évoluer ce modèle-là. Donc on peut comprendre qu'il y ait des réticences, on peut comprendre qu'il y ait des choix qui peuvent paraître absurdes par moment. Mais voilà, donc cette dynamique, elle est en place et je crois que c'est le rôle à la fois des citoyens, des entreprises, des collectivités, des associations, de faire le lien entre cette prise de conscience globale et puis ce qu'on peut faire concrètement au niveau d'un territoire. Et je crois qu'il faut être dans la confiance. C'est-à-dire tout ça va se rejoindre un jour et c'est déjà en train de... Les fils existent, les liens existent. Justement, ça commence à bouger. Vous sentez que les politiques vous comprennent mieux, vous écoutent plus? Alors, oui et non. Je vais vous faire une réponse qui est mi-figue, mi-raisin. Il y a des politiques, bien évidemment, qui sont hyper convaincus par ces sujets. Souvent, d'ailleurs, quand ils ont deux casquettes, une casquette au niveau national en tant que député ou sénateur, et qui sont aussi présidents d'une collectivité territoriale, les gens qui sont engagés au niveau national le sont aussi au sein de leur collectivité territoriale. Les territoires, à mon avis, c'est aussi un des acteurs majeurs du changement. Il y en a beaucoup. Force est de constater, de regarder tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe et à travers le monde. C'est un mouvement qui est d'une ampleur sans précédent, qui est créateur de richesse aussi. Je rejoins tout ce qui a été dit par Serge et par monsieur. C'est aussi créateur d'opportunités. C'est bien comme ça qu'il faut le voir. C'est quelque chose de très positif, ce qui est en train de se passer. Créateur de richesses différentes, mais c'est extrêmement bien. Donc oui, des élus engagés, il y en a. Ce qu'il y a d'intéressant, et je reviendrai un peu sur la COP 21, c'est quand même l'ambition de cette COP. Le 1,5 degré reste une ambition qui est très forte. C'est ça aussi qu'on a acté à Paris. Et ça, c'est un élément qui reste stratégique parce que le 1,5, une fois qu'on va arriver dans les États, pour le décliner véritablement avec des politiques publiques, l'ambition devrait être puissante. Mais justement, Serge Auru, à quoi sert une COP 22 alors que la COP 21 n'a même pas encore été effective? Parce que c'est une décision des Nations Unies d'agir. S'il n'y avait pas de COP, il n'y aurait pas de contradiction. Lorsqu'on a vu l'échec de Copenhague, cela engendrait, y compris une réaction politique de la Chine et des États-Unis qui ont obtenu un accord qui pour nous est à parfaire, mais qui n'est pas à négliger. Vous savez, chaque pays, c'est l'égoïsme national. Mais chaque pays a aujourd'hui sa problématique. La Chine a des problèmes environnementaux terribles, les États-Unis ont des problèmes environnementaux terribles. Il y a des problèmes de pollution d'eau quand on voit ce que fait le gaz de schiste qui provoque des séismes dans différents États des États-Unis. C'est une réalité. La qualité de l'eau polluée, l'état sanitaire des populations. Parce qu'aujourd'hui, on n'internalise pas le coût de la production et le coût de la pollution sur les populations et sur la biodiversité. Nous avons une érosion massive de la biodiversité. Nous avons une déforestation massive. Nous avons une acidification des océans, une raréfaction des réserves halieutiques. Si je continue la démonstration, on va se pendre. Mais c'est parce qu'il y a on n'est pas venu sur Terre pour plastifier la mer, vous et moi. Nous ensemble, on est venus sur Terre pour chacun faire avancer l'humanité. Et nous devons le faire. Alors aujourd'hui, il y a un conservatisme dans la manière de produire industriellement, d'utiliser les matières fossiles pour se nourrir. L'agriculture dépend essentiellement du pétrole. Nous devons décarboner notre économie. Mais c'est pas si facile que ça de dire en Allemagne ils doivent fermer leurs mines de charbon, en Chine également, la France doit fermer son nucléaire. Donc comment on arrive à cela, à transcender les contradictions, mais à proposer aux générations futures une planète vivante. C'est ça l'enjeu. Vous savez, l'homme n'est ni petit ni grand, il a la taille de ce qu'il sait aimer et respecter. Agissons avec force, poésie et action. Vous voulez rajouter? Juste peut-être sur le process entre les différentes COP. On s'est très focalisé en France, et c'est logique, sur la COP 21 puisqu'elle était à Paris et c'était le fameux accord ambitieux contraignant que tous les États devaient signer. Mais sur la COP 22, il va falloir quand même que les différents États qui se sont engagés ratifient au cours de l'année le texte qui aura été adopté au cours de la COP 21.
qu'on discute aussi des sujets de financement au cours de la COP22, puisque le sujet financement a été un peu éludé au cours de la COP21. Au final, toutes ces COP, ça reste une continuité. Il y a eu un aboutissement, quelque chose à Paris. La concrétisation de tout ça, il va falloir le suivre au cours des différentes COP. C'est un peu l'objet de la COP22. Alors justement, les médias ont un rôle à jouer dans la médiatisation de ces décisions qui contribuent un petit peu à sauver la planète et à améliorer le climat. Je pense notamment à One Art, qui est un média qui compte aujourd'hui et que nous allons recevoir maintenant sur le plateau. Donc j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau, s'il vous plaît, me rejoindre Laure Drévillon. Et je dis merci à Sophie Chenel. Laure Drévillon, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes présidente de One Art. Je suis fondatrice de One Art, effectivement, qui est un média social solidaire qui met en avant toutes les initiatives justement pour lutter contre le changement climatique et pour la cohésion sociale. Alors justement, nous parlions de la COP22, qui est le prolongement de la COP21, c'est normal. Qu'est-ce que vous attendez de cette COP22, sachant que la COP21, pour l'instant, n'a pas encore complètement achevé son cycle de changement? Qu'est-ce que vous attendez de la COP22? J'attendrai le prolongement de la COP21 pour avoir été présente à la COP21, notamment à l'espace Génération Climat au Bourget. Il y a eu quand même pas mal d'initiatives portées par la société civile. C'était assez impressionnant. Je crois que c'était une grande première par rapport aux précédentes COP. On était à la COP de Poznan, on était à Rio. Et en fait, là, il y a vraiment une émergence de la société civile avec plein de solutions. Et du coup, nous, ce qu'on attend, c'est que ce mouvement, en fait, se propage, se favorise et grossisse, en fait. Parce qu'on remarque pour la COP, il y a une initiative citoyenne et une initiative politique. Et en ce moment, c'est vraisemblablement les initiatives citoyennes qui tirent vers le haut plutôt que les initiatives politiques qui sont freinées par certains rouages, en fait. Donc nous attendons un vrai prolongement de ça. Et on le remarque tous les jours. On voit NRCOP qui est ici, donc c'est une belle initiative citoyenne portée par les entrepreneurs sociaux. En fait, tout ce plateau, là, ici, il y a des initiatives qui sont extraordinaires. Il y a Recyclair qui servent à partir des toiles de bateaux à faire en fait des tissus d'ameublement. Donc ce genre de choses, en fait, nous, on continue à le favoriser et on favorise sur One Art et notamment sur One Art Spot, qui est un dispositif qui géolocalise ces adresses engagées, favorisant en fait les citoyens à consommer et à agir responsable. Et vous sentez, vous, en tant que journaliste, que les politiques, justement, dont vous parliez, ont maintenant pris conscience qu'il fallait agir et qu'ils agissent, justement? Vous avez Serge Auru en face de vous. Serge, je le connais de WWF. Il a déjà pris conscience il y a bien longtemps. Il est dans l'action. Je pense que Paris... C'est une exception peut-être. Je pense que Paris est quand même une belle ville verte. Je pense que maintenant les élus ont une vraie prise de conscience. Ils sont dans l'action. Je pense que les freins sont plutôt dans d'autres lobbies plutôt que politiques, en tout cas plutôt local. Enfin, je sais pas, c'est à Serge de me répondre à ça, mais Serge, quand même, tu es plutôt dans l'action. Alors peut-être justement que la COP22 va aussi interpeller l'axe sud de la planète, puisque là on passe beaucoup des actions dans le nord, mais peut-être maintenant c'est l'axe nord-sud qui va prendre le devant et qui va peut-être faire changer les choses. Ce qui n'était pas forcément le cas de la COP21. Oui, le fait que ce soit à Marrakech, déjà, c'est un signe. Alors, c'est un signe. Je pense que la COP, on parle à Marrakech en COP22, on parle aussi de la Chine pour la COP23. Oui, mais je pense que ce dialogue, il est déjà fait depuis très longtemps et notamment porté par les associations, en fait, qui favorisent le Nord et le Sud. Je pense notamment avec Convergence, qui depuis 4 ans, 5 ans, ont créer un colloque qui fait émerger les solutions nord-sud. Et je crois que justement, c'est tous ces mouvements citoyens qui permettent d'alimenter les COP qui sont portés par des politiques plus que par des mouvements citoyens. Mais je pense que maintenant, il y a un cercle vertueux de tout cela. Enfin, je ne sais pas, c'est à Serge de nous répondre, mais toi qui étais des deux parties. Je ne sais pas s'il veut répondre. Serge, vous voulez répondre? Non, mais je veux bien répondre. L'histoire, c'est d'être concret. Regardez, nous sommes dans un événement, Wheel of Green. Cet événement, il fait des efforts pour moins impacter dans sa pratique. C'est pas simple. La ville de Paris a créé il y a quelques mois, Célia Bloel l'a présenté, une charte des événements éco-responsables. Lorsque vous voyez des événements qui mettent des moquettes et que ces moquettes durent 3 jours et sont jetées immédiatement, c'est insupportable. Je vous parlais tout à l'heure de la décroissance des gaspillages, c'est un exemple. Donc un événement qui pratique l'éco-conception de sa pratique et d'impacter le moins possible sur l'environnement pour qu'un jour on puisse dire on a 0 impact. Ça sera difficile, mais on peut parfaitement y arriver. Nous sommes sur la bonne voie.
On est sur la bonne voie à Willow Green, on était sur la bonne voie au Festival du Vent hier, à chacun de montrer l'exemple. Bien sûr que les États, les régions, les élus, les politiques doivent agir et nous devons leur faire tenir leurs promesses. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit il faut que la promesse de la chenille soit tenue par le papillon. Donc la promesse de la COP21 doit être tenue par la COP22, mais ce n'est pas simplement les États et les décideurs, c'est aussi nous tous ensemble. Lorsqu'on parle de tous ensemble, c'est le monde associatif, c'est les individus eux-mêmes dans ce que nous voulons dans l'éducation de nos enfants, dans ce que nous voulons pour contrer l'obsolescence programmée de nos produits. Je ne suis pas contre la publicité, mais si la publicité génère le gâchis et génère la destruction de notre planète, non, là, on doit dire non. Et on doit se dire comment on fait autrement. Donc faire autrement. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon. Parce que l'entreprise, elle doit exister. L'entreprise, c'est des salariés, ce sont des salaires. Mais l'entreprise aussi, elle doit écouter la nature. Elle doit écouter la biodiversité. La biodiversité, c'est notre vital. C'est ce qui nous fait vivre, manger, respirer. On doit agir férocement. Lorsqu'il s'agit de défendre les baleines, les ours blancs, les pandas, je ne connais personne qui dit mort aux pandas. Mais dans notre vie au quotidien, dans nos téléphones portables, il y a une extraction de minerais qui provoque des problèmes et des guerres civiles et des catastrophes en Afrique notamment. Et donc, il faut que chacun s'engage. Il y a aussi un pillage des matières premières en Afrique qu'il faut faire cesser. Donc vous voyez, c'est un équilibre total. Il y a la défense des biens communs. Et les biens communs, c'est la biodiversité, ça fait partie des biens communs. Alors, on va conclure sur cette image. Il faut que la chenille tienne la promesse du papillon. C'est bien cela? Il faut que le papillon tienne la promesse de la chenille. Alors, il faut que le papillon tienne la promesse de la chenille. C'est une très belle image. Je vous remercie de nous l'avoir soufflé. Merci à tous et à toutes, chers invités, d'être venus pour participer à cette émission autour du climat. Je vous dis quant à moi, à bientôt pour une nouvelle émission essentielle. Au revoir.